En ce qui concerne la situation à la frontière, notre gouvernement a décidé de mettre en place des mesures de sécurité pour protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens. Ouais, on va se parler de ce virus d'Ebola tout de suite. Adi, bonsoir, merci d'être avec nous au bilan parce que on le sait, ça soulève des inquiétudes un peu partout sur la planète. Et là, le gouvernement du Canada rehausse son niveau de mesure, si on veut, avec certaines décisions là, qui entrent en vigueur dès minuit ce soir, Adi. Oui, exactement. Dans quelques heures seulement, une première mesure va entrer en vigueur et puis dans quelques jours, une autre mesure. On vous a préparé, Paul, un tableau pour y voir plus clair. Alors, voyez, dès minuit, on va suspendre pendant 90 jours plusieurs documents d'immigration pour les résidents de 3 pays, donc République démocratique du Congo, Ouganda et Soudan du Sud. Même des personnes qui ont obtenu un visa, par exemple, ne pourront pas entrer au pays. Cela dit, les citoyens canadiens qui ont séjourné dans des régions touchées par l'Ebola pourront revenir, mais devront respecter une quarantaine. Et c'est ce qui m'amène à vous parler donc de cette deuxième mesure. Vous voyez, quarantaine de 21 jours à compter de ce samedi jusqu'au 29 août. Tous les voyageurs qui auront séjourné dans des régions touchées par l'Ebola devront s'isoler, Paul, même s'ils ne présentent aucun symptôme. Et ceux qui ont des symptômes, eh bien, ils seront immédiatement transférés à l'hôpital pour des évaluations plus poussées. Maintenant, Paul, direction la République démocratique du Congo, où la lutte contre l'Ebola est devenue un combat de tous les jours. Il faut rappeler que c'est une souche qui est virulente, qui se propage présentement. Il n'existe ni vaccin ni traitement. Le nombre de cas augmente. On est environ à 900 cas suspectés pour l'instant, 220 morts recensés. Et malgré tout, Paul, il y a encore certaines personnes qui nient l'existence même de l'épidémie. Et ça décourage énormément le personnel médical sur place. Vous allez entendre justement un médecin sur le terrain. Voyez, Paul. Nous avons effectivement peur, nous avons sérieusement peur parce que nous tous, nous sommes censés gérer les malades. Aujourd'hui, il y a des malades qui arrivent. Demain, il y aura encore des malades qui viendront. Nous avons peur. Nous avons vraiment peur. Mais on ne peut pas laisser les malades parce que nous avons peur. Nous avons prêté serment qu'on va les soigner, on va les soigner. Vous avez compris, docteur qui dit nous avons peur et nous appelons les gens finalement à respecter les mesures mises en place, sans quoi le virus va continuer de se propager. Revenons à ces mesures annoncées aujourd'hui par la ministre fédérale de la Santé. On insiste pour l'instant que le risque demeure somme toute quand même faible. On dit qu'il n'y a aucun cas importé d'Ebola qui a été recensé ici au Canada. Il n'y a actuellement aucun cas en Amérique du Nord. Mais rappelez-vous, à compter du 11 juin prochain, c'est la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui approche. Et là, évidemment, on prend toutes les précautions possibles pour éviter que l'Ebola puisse entrer en sol canadien. Voilà, Paul. Ah, merci, Adi. Poursuivons la discussion. Allons, si vous le voulez, retrouver le docteur Julien Cavana, qui est professeur assistant de neurologie à l'Université Emory à Atlanta. Mais docteur Cavana qui se trouve présentement à Taïwan, où on le joint en direct. Bon matin, docteur Cavana. Merci, parce que c'est le matin avec le décalage horaire. Dites-moi, alors qu'un pays comme le Canada là, accroisse ses mesures, c'est signe qu'il y a tout de même un niveau de crainte et de risque qui augmente? Oui, alors, ce qu'il faut comprendre quand même déjà, premièrement, c'est qu'Ebola est transmis par les fluides corporels, mais c'est pas une maladie qui se transmet de façon respiratoire, ni par les gouttelettes, ni aérosolisée. Donc c'est pour ça que cette épidémie, en termes de propagation mondiale, est moins inquiétante que des virus respiratoires, mais c'est le caractère particulièrement mortel de ce virus, 50% de mortalité en tout cas en Afrique, qui fait que les autorités de santé publique sont très prudentes, parce que quand il y a des foyers, ça peut se propager dans une famille. Donc les mesures de santé publique qui sont prises sont de bon augure. C'est de la bonne santé publique, ce que je viens d'entendre au Canada. Et puis, dites-moi, docteur Cavana, pourquoi Ebola inquiète particulièrement? On comprend d'abord, c'est mortel, là, un cas sur 2 ou à peu près en ce moment en Afrique, les patients décèdent. Mais c'est qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin encore. Hein? Non, on n'a pas de vaccin, même s'il y en a qui sont en développement. On n'a pas de traitement antiviral qui viendrait, par exemple, comme on a pour certains virus, limiter la réplication virale, ce qui aiderait beaucoup les patients.
En revanche, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que avec les traitements réanimatoires de soins intensifs dont on dispose dans les pays développés, en Europe, au Canada, aux États-Unis, ces chiffres de mortalité sont beaucoup plus faibles parce que lorsque ce virus infecte quelqu'un, il y a énormément de problèmes réanimatoires qui peuvent être améliorés avec nos technologies modernes. En 2014, lorsqu'on avait rapatrié plusieurs travailleurs de la santé américains aux États-Unis, aucun n'était mort parce qu'ils étaient allés en soins intensifs dès leur arrivée aux États-Unis. Docteur Cavanagh, je note, normalement, quand il y a des foyers, des éclosions comme ça en Afrique, les Américains sont les premiers à dépêcher, à des spécialistes à dépêcher, à mettre les moyens qu'il faut là, pour endiguer la propagation de l'Ebola. Où sont les Américains en ce moment? On a énormément perdu parce que le système américain était déployé vraiment au plus près de ces foyers d'infection pour les détecter à l'avance, pour délivrer aux travailleurs de la santé locaux tout le matériel de protection pour que les malades puissent être pris en charge, pour avoir les travailleurs de santé publique pour monitorer ces infections. USAID, qui était donc le bras armé quelque part humanitaire du département d'État, a été clos l'année dernière lorsque l'administration Trump est arrivée. Donc on a énormément perdu. Et aujourd'hui, les tests qui auraient été normalement proposés par USAID n'ont pas été faits correctement, donc on a perdu du temps sur cette épidémie et les travailleurs de la santé dans ces foyers épidémiques au Congo se retrouvent sans le matériel pour se protéger quand ils prennent en charge des malades. Alors, voilà les effets des politiques américaines depuis un peu plus d'un an. Avant de vous laisser, Dr Cavanagh, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, pendant que vous étiez à Taïwan, votre président, Donald Trump, a subi son 3e examen médical depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche. Si on se fie à lui, c'est excellent. Là. Tout se passe bien. Dites-moi, on n'a pas eu le rapport médical comme tel. Est-ce qu'on peut croire Donald Trump compte tenu de ce qu'on voit de lui depuis quelques mois? On a une illusion de transparence. On verra s'il y a un rapport cette fois-ci. Les précédents rapports étaient effectivement à chaque fois tout va bien, mais manquaient quand même de beaucoup de détails. C'est-à-dire on avait quelques chiffres de valeur de laboratoire, mais certains examens étaient mentionnés en passant, sans donner les chiffres détaillés, les résultats détaillés. Donc on a un peu l'impression que il autorise ses médecins à dévoiler un certain nombre d'informations. En tout cas, il semble que c'est uniquement les bonnes informations qui sont dévoilées et on n'a pas beaucoup de détails. Ouais. Cependant, je note quand même une chose, c'est pas la première fois que la Maison-Blanche, au cours de l'histoire de la présidence américaine, il y a toujours eu une rétention d'informations sur la santé du président des États-Unis, donc Donald Trump ne fait pas vraiment exception là. Et en terminant, Dr Cavanagh, il y a certains signes, on voit souvent des hématomes sur sa main, parfois dans le cou, enflure des chevilles. Et on le voit souvent somnoler en public, en pleine réunion du cabinet ou dans des rencontres au bureau ovale. Pour vous, c'est normal pour un homme de son âge? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir un examen cognitif pour faire le tour de la question? Alors, un examen cognitif, il en fait un à chaque visite. En tout cas, c'est mentionné. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que le test qui est passé, c'est le Montréal Cognitive Assessment, ça s'invente pas, qui est un test de dépistage, qui est vraiment pour détecter s'il y a un risque de démence, en particulier de démence d'Alzheimer. Ça n'est pas un bilan neurocognitif qui irait en détail de l'impulsivité, de la mémoire, de la capacité de concentration, etc., qui prend beaucoup plus de temps et qui serait là beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui a des fonctions à ce niveau-là. Donc, ce test de dépistage est toujours marqué 30 sur 30, dont acte, c'est ce que disent ces médecins, mais ça n'est pas vraiment une batterie de tests cognitifs, ce qui serait vraiment plus intéressant. Il s'agit toujours de poser les bonnes questions ou de ne pas les poser. Je rappelle, Dr Julien Cavanagh est neurologue et il nous parle en direct de Taïwan ce soir. Merci beaucoup et bon séjour là-bas, Dr Cavanagh. Merci, Paul.